Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'actualité sur B1 Télévision. Tout de suite, les grandes lignes. Affaire Mike Moukeba et les journalistes reviennent à la charge. Freedom for Journalists projette un sit-in ce vendredi devant l'archevêché de Kinshasa. Ils comptent exercer une pression pour obtenir la libération de leurs confrères. Et puis, paie des agents et fonctionnaires de l'État, l'administration publique dispose désormais d'un fichier unique. Sa présentation a eu lieu ce mercredi au cours d'un échange entre les ministres et le vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba. Le nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, poursuit ses échanges avec les autorités du pays. Tour à tour, il a rencontré le Premier ministre, le président de la CENI et le coordonnateur du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite. Merci à vous de nous rejoindre. Le nouvel envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs a fait ce jeudi matin la ronde des institutions pour faire connaissance avec ses différents interlocuteurs. Première étape de cette visite de prise de fonction, la primature et le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Reportage signé Mina Massingo et Blaise Mwanki. Saïd Djinnit est en tournée dans la région des Grands Lacs pour marquer le coup de sa prise de fonction. Le diplomate algérien a remplacé Mary Robinson il y a environ 5 semaines. L'envoyé spécial de Ban Ki-moon pour les Grands Lacs a évoqué avec le chef du gouvernement Matata Ponyo ce qu'il appelle lui-même des efforts importants pour un Congo qui se redresse. J'étais ravi d'entendre de Monsieur le Premier ministre les efforts importants qui sont menés par le gouvernement du Congo sous les auspices du président de la République et de son chef de gouvernement pour renforcer le développement de ce pays. J'ai connu ce pays dans la crise et je constate aujourd'hui une RDC qui se redresse. Et je suis tout à fait confiant dans les capacités de ce pays à promouvoir le développement économique pour le grand bien des populations de tout le Congo. C'est avec François Mwamba, chargé du suivi de l'accord cadre, que Saïd Djinnit va passer le plus de temps. Le successeur de Mary Robinson se dit prêt à suivre pas à pas le processus de paix et de réforme décrété dans la capitale éthiopienne en février 2013. Nous sommes tous soucieux d'accompagner ce pays dans ses efforts. Et je suis venu le dire à toutes les autorités et avec mon frère, le coordonnateur du mécanisme de suivi, nous avons évoqué ce que le gouvernement et la partie congolaise font pour honorer les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Et je suis venu rassurer mon frère que nous voulons travailler la main, dans pleine confiance et dans toute la transparence. Mon rôle en tant qu'envoyé spécial, de concert avec les autres responsables des organisations concernées qui sont garantes de l'accord d'Addis Abeba, c'est de m'assurer que toutes les parties prenantes au niveau national, régional et international honorent leurs engagements pour qu'on aille de l'avant. Saïd Djinnit est un diplomate de carrière algérien. Il a été plusieurs fois responsable ou artisan des commissions de paix un peu partout en Afrique. Et ce n'est pas tout, le diplomate algérien s'est rendu ensuite à la Commission électorale nationale indépendante où il a échangé avec l'abbé Apollinaire Malou. Leur entretien a tourné essentiellement autour de l'état des lieux du processus électoral et la contribution des Nations Unies aux prochaines élections en République démocratique du Congo. Autour de cette table, les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante et la délégation conduite par le nouveau envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Au menu des échanges, le soutien au processus électoral en République démocratique du Congo. J'ai pensé qu'il était important de faire une visite de courtoisie au président de la CENI et en même temps de m'informer sur l'état de préparation du cycle électoral dans ce pays. Et j'étais amplement briefé par le président de la CENI et ses collaborateurs et ses collègues sur l'état des préparatifs. Et évidemment, en tant que Nations Unies, nous sommes toujours dans l'accompagnement des efforts de la CENI et des autorités concernées pour créer les meilleures conditions possibles pour un processus électoral qui fasse avancer les choses pour le Congo, renforcer la stabilité, renforcer la démocratie dans ce pays. Saïd Djinnit a été représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pendant 6 ans et demi en Afrique de l'Ouest et facilitateur international pour les dialogues guinéens. En particulier en perspective de la réunion.
Et nous allons changer de registre pour parler santé. Vous le savez, l'actualité dans le secteur reste dominée par la fièvre hémorragique Ebola. La somme de 500 000 $ américains vient d'être débloquée pour lutter contre l'épidémie, mais aussi les mesures de renforcement de sécurité à Djira dans la province de l'Équateur où la maladie, je vous le rappelle, a été déclarée sans prise. C'est donc autour de ces questions que le Premier ministre a échangé avec le ministre de la Santé publique et le docteur Mouyemé. À Katana, en territoire de Kabaré, ceci après les achaufferées qui se sont produites entre la population et les agents de l'ordre suite aux assassinats de paisibles citoyens dans cette partie du Sud Kivu. La localité de Katana est située à environ 35 km au nord de Bukavu. Sur place, des traces de pneus et morceaux de bois brûlés restent visibles sur la route Kavumu-Katana. Au lendemain d'une vive tension entre les manifestants et les agents de l'ordre, marchés, boutiques et magasins fonctionnent normalement. Les habitants recommandent au gouvernement provincial de restaurer la paix à Katana, une contrée qui est souvent victime des attaques d'hommes armés. Un habitant qui a requis l'anonymat n'est pas d'accord avec cette proposition. Il garde encore la confiance aux agents de l'ordre basés à Katana, mais il déplore les débordements des autres qui sont venus de Kavumu et qui auraient réprimé violemment la manifestation. L'administrateur du territoire de Kabaré appelle, lui, la population à collaborer avec le service de sécurité en dénonçant les malfaiteurs en vue d'asseoir une paix durable. Pour rappel, hier, 2 personnes ont été tuées par balle et 3 autres blessées par des hommes armés. À Katana, pour manifester sa colère, la population a barricadé la route Kavumu-Kalei. Conséquence, au cours des achaufferées, c'est le bureau du commissariat de la police qui a été sérieusement mis à sac par le fait. Vous venez plutôt là de suivre notre correspondant dans le Sud Kivu, Mani Joseph, qui faisait état des différentes décisions prises par les autorités de la ville de Bukavu avec ce dispositif de prévention à la frontière entre la RDC et le Rwanda, un dispositif composé de désinfectants, d'eau et de matériel hygiénique. L'administration publique dispose désormais d'un fichier unique de référence pour la gestion de la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Il a été présenté ce mercredi par le secrétaire permanent de la procédure transitoire simplifiée lors d'une rencontre d'échange entre les ministres et différents gestionnaires réunis autour du vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Mukoko Samba. Aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre nous a invités pour nous présenter une étude qui a été réalisée par un consultant national qui nous a présenté exactement ces fichiers uniques, c'est-à-dire l'ensemble des informations des payes de tous les agents et fonctionnaires de l'État, inclus l'armée et la police. Nous espérons que très bientôt, nos agents et fonctionnaires de l'État, non seulement qui vont avoir la possibilité de tirer leur fichier de paye de façon électronique, c'est-à-dire l'agent pourra entrer sur un site internet, envoyer un SMS avec son numéro de code et recevoir exactement toutes les informations de la paye, c'est-à-dire son salaire de base, ses primes, les impôts qu'il paye et prochainement la contribution à la caisse de retraite, ainsi de suite. Le fichier a l'avantage d'être, d'avoir 2 volets. Il y a la gestion des ressources humaines et il y a la gestion de la paye. Donc ce fichier unique de référence, il est important à ce double titre. Avant qu'on arrive à payer quelqu'un, il faut qu'on puisse gérer sa carrière. Donc ce fichier va nous permettre de gérer la carrière des fonctionnaires et arriver jusqu'à la paye. Mais pour les zones accès difficiles, le gouvernement est en train de travailler pour inciter les banques à pouvoir à créer le succursale dans ces zones d'accès difficiles et pour que le fonctionnaire puisse être payé par voie bancaire. Voilà du moins, on l'espère, qui viendra résoudre les problèmes que connaissent les agents et fonctionnaires de l'État qui ont décrié maintes fois des perturbations dans l'opération de leur paye, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment pour les fonctionnaires de la ville de Mbuji-Mayi dans le Kassa oriental. Ces derniers s'insurgent contre la retenue d'une certaine somme de leur salaire. C'est ce que nous dit cette correspondance de Franck Bambi. À la fonction publique du Kasaï oriental, une bonne partie des agents et fonctionnaires de l'État payés à la BCDC se plaignent de ponctions opérées sur leur salaire. Ils l'ont constaté lors de la paye du mois de juillet en cours dans la ville de Mbuji-Mayi. Des sommes allant de 7 000 à 12 000 francs congolais sont retenues sur leur salaire sans aucune explication.
C'est ce que dénonce l'intersyndicale de l'administration publique au Kasaï oriental. Son président provincial, Léon Kankolongo, déplore le fait que la BCDC ait procédé à cette opération sans en informer les bénéficiaires et à l'approche de la rentrée scolaire. Tous les efforts conjugués pour entrer en contact avec les responsables locaux de la BCDC se sont avérés sans succès, a-t-il ajouté. Mais contacté par Biwan Mboujimaï ce mercredi, le gérant de la Banque commerciale du Congo, Mboujimaï, a rejeté tout en bloc. Selon lui, il s'agit d'une campagne de dénigrement orchestrée contre son entreprise. Cependant, des sources proches de cette banque reconnaissent qu'il y a effectivement ponction sur les salaires de fonctionnaires, mais pour plusieurs raisons. Je vous le disais à l'instant, l'actualité dans le secteur de la santé reste dominée par la fièvre hémorragique Ebola et la somme de 500 000 $ américains vient d'être débloquée pour lutter contre cette épidémie, mais aussi les différentes mesures de renforcement de sécurité à Djira dans la province de l'Équateur où la maladie a été déclarée sans prise. C'est donc autour de ces questions que le Premier ministre a échangé avec le ministre de la Santé et le docteur Mouyembe. Aucun jour ne passe sans que le sujet sur l'épidémie d'Ebola ne soit évoqué à la primature. Ce jeudi, il a encore été abordé au cours de cette audience accordée au ministre de la Santé publique et au directeur de l'INRB. Déjà, le gouvernement a débloqué une somme d'environ 500 000 $ américains pour contenir cette maladie virale dont la situation demeure préoccupante. 42 cas, 6 cas confirmés, 13 cas probables et 23 cas suspects, 13 décès jusqu'à ce jour et 168 cas qui sont suivis des cas contacts et nous avons 14 prélèvements dont 8 ont été analysés avec 6 cas positifs et les 6 autres échantillons sont arrivés à Kinshasa hier soir avec la délégation des experts dirigée par le docteur Kebela, directeur de la direction de la lutte contre la maladie. Ayant une expérience en la matière, la République démocratique du Congo avait prêté main forte au pays de l'Afrique de l'Ouest pour la cause. Le président de la République a dépêché une équipe de scientifiques et experts congolais à Monrovia. Il a dit que ça n'a pas été très facile parce qu'il est passé par Accra avant de rejoindre Monrovia et que la situation est quand même très sérieuse au niveau du Libéria où il est important que la population comprenne le sens de la lutte que le gouvernement libérien est en train de faire et que la population soit vraiment au centre de cette question. Le professeur Mouyembe a travaillé avec les experts et les scientifiques libériens et les autorités à différents niveaux ont été très touchés par ce geste de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a également promis d'activer tous les mécanismes possibles pour qu'il n'y ait pas la délocalisation du match entre l'ASV Club et le Sfaxien de la Tunisie. Je vous l'ai annoncé à l'ouverture de cette édition d'actualité affaire Mike Mukibai. Freedom for Journalists mobilise les chevaliers de la plume à ce sujet pour exiger sa libération. Cette association de défense des journalistes organise un sit-in ce vendredi devant l'archevêché de Kinshasa pour exiger la libération de leurs confrères. Il faudra le dire, une démarche qui ne rencontre pas du tout l'assentiment de certaines corporations des journalistes. Moi, le plus grand journaliste pour moi, le plus bon, c'est le fineur, c'est le gars qui m'amène des infos que je ne retrouve pas dans les autres journaux, que je ne retrouve pas dans la concurrence. C'est ça pour moi le bon journaliste. Qu'importe, hein, même s'il n'est pas un bon rédacteur, mais s'il peut déjà fouiner et mettre son nez un peu partout, ramener les bonnes informations, ça c'est le bon journaliste pour moi. Sa quête de l'information lui a coûté sa liberté. L'éditeur du journal RD Congo News est en détention préventive dans une affaire qui l'oppose à un certain Richard Vianney, plaignant. Cet article publié dans un des numéros de Congo News, honte et opprobre pour un cardinal vendu au régime, serrait la pomme de discorde. Dans cet article, ce journal critique les actes de l'archevêque de Kinshasa. Dans la corporation, l'on ne parle pas le même langage. Pour l'Observatoire des médias congolais, l'instruction ou la poursuite de l'instruction ne peut pas se faire lorsque la justice est saisie. Quant à l'Union nationale de la presse du Congo, elle compte poursuivre encore d'autres démarches pour obtenir la liberté des journalistes et le traitement de cette affaire par le tribunal de paix. Freedom for Journalists, par contre, propose de hausser le temps.
Dans un point de presse organisé jeudi, cette association de défense et de promotion de la liberté de presse a annoncé l'organisation ce vendredi d'un sit-in devant l'archevêché de Kinshasa. Nous avons écrit déjà il y a 72 heures au gouverneur de la ville de Kinshasa avec copie au commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa donc, et au commandant de la police du district de la Funa, la juridiction qui va nous voir observer le sit-in, mais aussi aux institutions des Nations Unies. Et donc nous sommes dans la légalité de pouvoir organiser l'activité. Et nous pensons que nous allons être encadrés par la police. Le choix du lieu n'est pas fait au hasard. Les contenus qui relaient portent sur la personne de Monsengo de bout en bout. Qu'est-ce qu'il perdrait s'il demandait à la personne supposée avoir porté plainte de pouvoir la retirer? Les options que l'OMEC et l'UNPC ne soutiennent certainement pas. FFJ, lui, compte aller plus loin pour obtenir la libération de Mike Mukebai. Insécurité dans certaines zones dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Les services de sécurité de ces deux provinces décident de prendre les taureaux par les cornes en s'engageant ensemble dans un protocole d'accord de collaboration mis en place à l'issue d'une rencontre de 3 jours tenue à Goma dans le Nord Kivu entre les services de sécurité dans l'armée et la police ainsi que la protection des civils. Patrick Sellois pour la correspondance. Les services de sécurité, dont l'armée et la police, ainsi que la protection civile, viennent de se mettre d'accord pour une coordination commune des cas d'alerte précoce dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Ceci est la résultante de la rencontre entre tous ces services de sécurité tenus à Goma, comme nous le précise le coordonnateur provincial de la protection civile au Nord Kivu, Joseph Makundi. Sur demande de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a constaté une forte criminalité en ville de Goma et les cas de tracasserie en province Nord Kivu. Il nous a demandé de mettre à place ou de mettre à contribution notre système d'alerte précoce pour essayer de venir à taille utile, en rescousse auprès de la population victime. C'est ainsi que nous avons eu à réunir les FRDC, la police, les acteurs de la justice pour qu'ensemble nous puissions amender les mécanismes de coordination. Nous venons de nous convenir par un draft des protocoles de collaboration entre ces structures. La mise en application de ces protocoles d'accord sera effective après les appréciations des gouvernements provinciaux du Nord et Sud Kivu. Un certain nombre de responsabilités auxquelles la protection civile s'est engagée, également les FRDC, la police et la justice. Et donc nous soumettons ce draft auprès des autorités du Nord et du Sud Kivu pour que ce draft soit amendé également à leur niveau. Et nous allons nous retrouver tous à Uvira pour la signature de ces protocoles d'accord. Étant donné que le premier atelier que nous venons de tenir à Goma s'est tenu ici chez nous, la signature pourra être amenée à Uvira, où on doit également participer à visiter d'autres sites qui ont été victimes des affres de guerre et je pense. Ce système d'alerte précoce a été créé pour faciliter la communication entre les populations vivant dans des zones à risque des provinces du Nord et Sud Kivu et les services de sécurité. Et l'actualité internationale à lire à travers quelques titres parus sur le net et ce questionnement à lire dans le point Turquie, jusqu'où ira Recep Tayyip Erdogan? Il est mal dominant de la politique turque, résume un diplomate et ses fidèles le vénèrent autant que ses critiques le haïssent. Le nouveau président turc Recep Tayyip Erdogan, officiellement investi jeudi, fait savoir le journal, s'est imposé en 11 ans comme un maître absolu, mais de plus en plus contesté de la Turquie. Comme l'a prouvé ce nouveau succès, le dirigeant turc reste de très loin à 60 ans l'homme politique le plus populaire et le plus charismatique de son pays depuis Mustafa Kemal Atatürk, l'emblématique père de la République laïque. Et le journal fait savoir que dans l'esprit de la majorité religieuse et conservatrice du pays, il est celui qui leur a permis de bénéficier d'une décennie de forte croissance économique et d'une stabilité politique dont il avait perdu l'habitude.
À lire dans Afrique.com, Cameroun Eto'o annonce sa retraite internationale non convoquée pour les éliminatoires de la CAN 2015, fait savoir le journal. Déchu de son brassard de capitaine, Samuel Eto'o a annoncé mercredi via son compte Twitter qu'il met un terme à sa carrière internationale. Cette fois, aucun comeback ne semble envisageable pour l'attaquant de 33 ans. Note le journal. Jean de Makoum n'avait pas menti, s'exclame le journal après le milieu du terrain du stade René. Un deuxième lion indomptable prend sa retraite internationale et non des moindres. Dans la soirée de mercredi, Samuel Eto'o a donc annoncé qu'il raccroche les crampons avec le Cameroun, le plus simple du monde, sur son compte Twitter avec 117 caps, un statut de meilleur buteur de l'histoire de la sélection camerounaise, 56 réalisations, 2 CAN en 2000 et 2002 et une médaille d'or olympique en 2000 au palmarès. Il reste évidemment comme une légende des lions indomptables. Et nous allons rester donc au sport pour parler cette fois-ci de la Ligue des champions UEFA. Les 32 qualifiés sont donc connus. Dans le groupe A, Atlético Madrid, Juventus de Turin, Olympiakos, Malmo. Et dans le groupe B, Real de Madrid, Basel, Liverpool, Ludogorets. Dans le groupe C, Benfica, Zénith, Bayern, Leverkusen et Monaco. Dans le groupe D, on retrouvera Arsenal, Dortmund, Galatasaray, Anderlecht. Et dans le groupe E, Bayern Munich, Manchester United, CSKA Moscou, AS Roma. Et dans le groupe F, on retrouvera les équipes suivantes: l'FC Barcelone, Paris Saint-Germain, Ajax, Apoel. Dans le groupe G, Chelsea, Chelsea, Schalke, Sporting, Maribor. Et enfin, dans le groupe H, on retrouvera le FC Porto, Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao et BAT. Et voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Vous êtes très nombreux à nous suivre aux États-Unis d'Amérique. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure, avec le même plaisir. See you tomorrow.